Merci Christian, et puis je remercie au passage Marie-Ève et Pierre-Carl pour la tenue de cette très belle journée. Alors, donc, Fernandel dans la presse des années 30. Les Star Studies démontrent qu'un acteur de cinéma ne peut être élevé au rang de star sur le seul critère de sa notoriété ou de sa technique de jeu. La star se définit davantage comme un réseau de circulation, au minimum par une synergie entre l'acteur et le personnage, selon Edgar Morin, au plus juste par un rapport triangulaire entre l'homme ou la femme, l'acteur ou l'actrice et le personnage, selon Ginette Vincendo. Si bien que les frontières s'abolissent et qu'un flou généralisé s'instaure entre la personnalité médiatique, l'acteur en exercice et le personnage interprété. Il est un même, en somme, une trinité composée de trois points différents mais formant une seule entité. La star est donc indéniablement un tissu composite, une pure construction médiatique et une personne réelle, pour citer Ginette Vincendo, forgée à partir d'une multiplicité de textes et de supports. Chacun de ces discours, prononcés en divers endroits et par diverses instances, construit une aura à la star. L'un de ses premiers discours sur la star, hormis celui que génère le film, est constitué par la presse qui assure un relais entre l'œuvre cinématographique et son lectorat. L'article de presse, et soyons plus précis, la critique cinématographique, tente, dans sa visée informative, descriptive et évaluative, de dresser une synthèse et d'établir des correspondances, de fixer un trait. Elle est non pas la seule, mais une des premières, du moins dans cette période de l'entre-deux-guerres qui nous intéresse, à poser des mots sur un acteur et à composer sa persona médiatique. Je me propose donc de m'intéresser à ces mots, à ces tournures de phrases, plus largement à la façon dont est organisée la présence d'un acteur dans les colonnes d'un journal et comment celle-ci bâtit, en creux ou en clair, une certaine posture au comédien. Je prendrai pour sujet d'étude Fernandel, un des acteurs ayant le plus d'exposition médiatique dans les années 30, passant de ses débuts en 1931 à la fin de la décennie du statut non pas d'inconnu, il est très populaire sur les scènes de Marseille et de Paris pour ses numéros dans les revues de music-hall, du statut donc de célébrité locale de music-hall à celui d'immense vedette nationale. C'est un acteur extrêmement prolifique durant cette décennie, il tourne dans 44 longs métrages ainsi qu'une vingtaine de courts métrages, tout en restant très actif sur les planches, enchaînant les tours de chant à Paris et en région, et enregistrant sur disque de nombreuses chansons et sketchs. Alors, j'ai lancé quelques analyses avec le nom de Fernandel sur Retro News, comparé avec d'autres vedettes de l'époque, pour mesurer l'importance de sa présence médiatique. Donc la ligne rouge, c'est Fernandel. En bleu, vous avez Sacha Guitry, mais qui est peut-être davantage cité pour le théâtre que le cinéma. Ensuite, en vert, c'est Rému. En orange, c'est Michel Simon. Et en bleu clair, c'est Louis Jouvet. Quelques autres acteurs. En vert, donc, c'est Jean Gabin, curieusement assez peu cité. En orange, c'est Harry Bohr. Alors, il est un petit peu inconnu aujourd'hui, moins connu en tout cas, mais dans les années 30, il jouit d'une belle popularité, notamment pour son interprétation de Jean Valjean dans une adaptation des Misérables. Ensuite, en bleu foncé, Charles Boyer, et en bleu clair, Arletty. Quelques vedettes internationales maintenant. En vert, nous avons Chaplin, avec des courbes beaucoup plus espacées, mais ça c'est normal, puisque sa production est beaucoup plus espacée dans ces années 30. En orange, Greta Garbo. En bleu foncé, Maurice Chevalier. Oui, à cette époque, c'est une vedette internationale. Et en bleu clair, Claire Gable. On voit donc aisément que Fernandel est un des acteurs les plus cités. Il faut toutefois rester prudent sur ces résultats, puisque sont pris en compte les citations du nom de Fernandel dans les annonces de programmes de cinéma et de théâtre, ce qui est d'une valeur un peu moindre par rapport aux articles qui lui sont consacrés. Puis il faudrait également décompter les reprises de textes. Le musical va donc gonfler les résultats à propos de Fernandel, mais dans cette décennie, on ne peut pas séparer cinéma et musical, puisque ce sont des domaines d'égale importance pour l'acteur. En effet, malgré ses triomphes cinématographiques, Fernandel ne va pas arrêter le musical et les enregistrements discographiques. De plus, le succès des planches nourrit la popularité cinématographique et inversement. Ces deux milieux sont très imbriqués dans la carrière de Fernandel, aussi on ne peut séparer l'un de l'autre. Mais il n'est pas le seul à cumuler ces deux types de spectacles. Comme le souligne Nathalie Coutelet, les transferts de scène sont très fréquents dans ces années-là, étant donné qu'il n'y a pas encore de formation spécifique pour les acteurs de cinéma parlants. Durant cette décennie, la presse se fait le témoin et peut-être même l'organisatrice de la renommée grandissante de Fernandel. Par ses mots, ses reportages, ses entretiens autour de l'acteur, elle brosse un portrait assez homogène du comique provençal, défini comme un comédien talentueux, au physique unique et à la convivialité certaine. La persona médiatique de l'acteur se construit en étroite relation avec les personnages qu'il interprète. À travers le caractère d'un Isidore, d'un Saturnin, d'un Ignace ou même de quelques Troufions, on veut bien y reconnaître une nature affable et bouffonne, vraie ou supposée, chez le comédien.
Aussi, quelle image de Fernandel se dégage dans la presse des années 30 et quelle est son évolution? Comment les journaux font-ils dialoguer l'homme, l'acteur et le personnage? Peut-on parler d'une star dans le sens où il y aurait une perméabilité entre les trois? En suivant la courbe de citation du nom de Fernandel dans la presse des années 30, nous pouvons découper cette période 1930-1939 en trois moments. Les débuts prometteurs, 1931-1933, la reconnaissance, 1934-1936, et enfin la consécration, 1937-1939. Chaque période, notamment les deux premières, est marquée par un film qui vient modeler dans les journaux la persona médiatique de l'acteur. Je vous propose donc que nous entrions dans le détail de ces trois étapes vers la gloire en nous appuyant essentiellement sur la presse généraliste à grand tirage et non spécialisée de l'époque. J'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, poser quelques jalons sur la situation du cinéma en France au début des années 30. Elle est assez tourmentée, si bien que certains historiens comme Francis Courtade ou Jean-Pierre Jancola évoquent une véritable crise. La filière est bouleversée par l'arrivée du sonore. La production de films sonores se lance véritablement en France à partir de 1930, alors qu'une grande majorité de salles, à l'époque, n'est pas encore équipée pour cette technologie. Aussi, le muet perdure dans les salles en raison donc de cette absence d'équipement, mais aussi parce que la location de films muets est moins onéreuse que celle de films parlants. Autre conséquence de l'arrivée du parlant, les difficultés d'exportation des films français et la forte concurrence avec les films américains, souvent tournés en plusieurs versions pour franchir la barrière de la langue. À ces difficultés s'ajoutent également les répercussions de la crise financière mondiale de 1929. Les coûts de fabrication des films explosent et le cinéma devient extrêmement taxé par rapport aux autres spectacles. Au-delà des domaines financiers et économiques, l'arrivée du parlant bouleverse la création. Il faut changer le personnel et trouver de nouvelles histoires. L'industrie va donc puiser très rapidement dans le théâtre et le musical, c'est un genre qui a son apogée en ce début des années 30, pour renouveler ses acteurs et ses récits. Les adaptations de pièces de boulevard, de vaudeville ou de numéros de musical vont fleurir sur les écrans presque jusqu'à saturation. C'est donc dans ce moment que Fernandel arrive au cinéma, déjà auréolé de succès au musical sur les scènes de Marseille et de Paris. Fraîchement débarqué dans la capitale en 1928, il triomphe à Bobino et au Concert Mayol dans ses numéros de comique troupier entrecoupés de chansons. Il y développe un personnage de tourlourou, c'est un terme populaire pour désigner un soldat d'infanterie, de tourlourou donc maladroit et bené. Marc Allégret le repère et l'engage pour un petit rôle dans le film qu'il prépare avec Robert Floré, Le Blanc et le Noir. Il enchaîne ensuite quelques films avant de se voir confier un premier rôle dans Le Rosier de Madame Husson, adapté de la nouvelle de Maupassant. Il y joue un idiot de village qui lui vaut toute l'attention de la presse. Quelques extraits d'articles pour nous en convaincre. Dans Le Petit Marseillais, en parlant de son, je cite, concitoyen, l'article soutient que le cinéma comique français s'enrichit encore d'un grand artiste comique dans l'édition du 8 mars 1932. Le critique Paul Reboux affirme qu'il est le nouveau Michel Simon, acteur qui est alors en pleine gloire à ce moment-là. On souligne la finesse du jeu de l'acteur, je cite, « Monsieur Fernandel est le rosier Isidore, il donne à son personnage la niaiserie souhaitable, mais avec autant de talent que d'esprit, peut-on lire dans Le Matin du 29 janvier 1932. Fernandel remplit admirablement le rôle difficile du rosier, auquel il a donné un relief étonnant, lit-on dans le journal de la même date. L'interprétation de Fernandel est largement louée. Si l'acteur, qui n'est pas encore une vedette, revient au comique troupier après le rosier, prenant toutes les propositions d'où qu'elles viennent, la presse le suit, trouvant dans ses emplois la même subtilité vantée pour son rôle d'Isidore. Je cite, « Fernandel compe avec talent et finesse le naïf et dévoué Lidoire, auquel l'esprit de Courteline a conféré une jeunesse éternelle », lit-on dans l'Écho de Paris le 25 août 1933, à propos du court-métrage Lidoire. Autre citation, « Fernandel est toujours Fernandel, et ce n'est pas un mince compliment », lit-on dans le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire du 26 octobre 1933. Il dégage déjà une singularité. Il est, sous la plume des journalistes, le réputé comique marseillais, l'ineffable Fernandel, le joyeux, le désopilant, l'inégalable, l'excellent Fernandel. Bref, je vous épargne la longue liste des adjectifs pour le qualifier. Les critiques mettent en avant la finesse de son jeu, mais aussi son physique, ce que notait déjà la presse à propos de ses performances scéniques. Dans Le Petit Parisien du 30 octobre 1930, Louis-Léon Martin écrit à propos de l'acteur qui joue dans un spectacle au Concert Mayol, « Fernandel, la tête chevaline, les dents longues dans une bouche généreuse, les yeux aux stupeurs opaques, possède un excellent physique. Mais il serait faux de croire que son humour n'est que de grimaces. De vrai, sa fantaisie est des plus fines, des plus observées, des plus naturelles. » De 1931 à 1933, la presse retient donc de Fernandel sa finesse de jeu, son physique atypique et sa sympathie tout affichée.
Autant d'éléments qui vont être renforcés et amplifiés par les journalistes après son incursion chez Marcel Pagnol avec Angèle en 1934. S'il était jusqu'ici un savoureux amuseur, il acquiert avec Angèle ses lettres de noblesse. Dans l'Écho de Paris du 9 novembre 1934, on lit « Monsieur Fernandel avait démontré dans de nombreux vaudevilles qu'il était un grand comique. Avec Angèle, il prouve qu'il est un grand comédien. » Dans l'Action française du 9 novembre 1934, on peut lire ceci « Le coup de maître de Monsieur Pagnol, c'est d'avoir désigné pour le rôle de Saturnin le bon valet de ferme de l'assistance, puéril à demi-bouffon, à demi-pitoyable, Monsieur Fernandel, qui travaille depuis quelques 10 ans dans le genre le plus épais, le comique militaire. Monsieur Fernandel, avec Angèle, se classe au premier rang des acteurs français. Il est touchant, nuancé, irrésistible dans ses naïves boutades. Lui, dont le métier a été jusqu'à présent de charger de pousser les plus gros effets, a su effacer en un tournement de son jeu le moindre des traits qui eût pu rappeler l'homme des planches. Dans l'Ouest éclair du 27 décembre de la même année, on peut lire « La révélation de ce film, c'est Fernandel. Son Saturnin est aux antipodes de ses créations antérieures. Cet artiste a trouvé sa voie. L'Hurluberlu, le comique bouffe, est devenu cette fois un interprète dramatique d'un splendide talent. L'incursion de Fernandel dans un registre tragicomique lui offre une sorte de promotion. On oppose ce rôle à ses emplois, plutôt dévalués dans le comique troupier. Son rôle de Saturnin devient un point de référence et il est sans cesse ramené, jusqu'à la fin de la décennie, à cette interprétation. Il devient, aux yeux des journalistes, un artiste complet. À ce titre, de nombreux articles vont revenir sur son jeu d'acteur, en analysant plus particulièrement sa tendance à doser le tragique par le comique. Un article paru dans Comédia le 8 août 1934 revoit les rôles de Fernandel à partir de ses coiffures. Je cite, « Dans la plupart de ses films, Fernandel joue, si l'on peut dire, au naturel. Sa coiffure, dans Les Gaîtés de l'Escadron, par exemple, était une manière de petit chef-d'œuvre. Les cheveux partagés par une raie et s'aplatissant sur le front en deux accroche-cœurs bien pommadés, Fernandel réalisait le type accompli du cavalier de deuxième classe, faraud et avantageux. » Dans l'édition du matin du 16 février 1934, l'acteur accorde un entretien au journal et revient sur son jeu et confirme donc cette souplesse entre le tragique et le comique. Je cite « Je crois, nous a déclaré Fernandel, que dans un film particulièrement dramatique comme La porteuse de pain, le rôle d'un comique consistait surtout à distraire un peu l'esprit des spectateurs et à leur faire entrevoir que malgré tout, la vie n'est pas aussi noire que pourraient le faire penser les aventures de la porteuse de pain et de ses ennemis. À partir d'un certain moment, lorsque le public est saisi par l'émotion, lorsque le comble même de cette émotion est atteint, il faut savoir la modérer, créer une diversion, occuper l'esprit du spectateur par des scènes d'une nature complètement différente de celle qu'il vient de voir. Puis, petit à petit, le ramener dans le champ de l'action dramatique. S'étant reposé un peu, le spectateur suit de nouveau, avec un intérêt toujours croissant, la tragédie qui se déroule à l'écran. L'Écho d'Alger du 7 novembre 1936, à propos du film 1 de la Légion, ne manque pas de souligner cette circulation entre ces deux états. Je cite, « L'interprète Fernandel a quelque chose de tragique et de comique à la fois. On retrouve là cette admirable faculté d'adaptation qu'a Fernandel à cumuler les deux esprits en un seul et qui nous restitue le Fernandel d'Angèle. C'est cet apport de légèreté au cœur d'une gravité qui a tant plu dans Angèle et qui continue de marquer les esprits. » Fernandel est donc à la mode. Et l'Intransigeant, dans l'édition du 17 décembre 1934, note malicieusement, je cite, que beaucoup ont attendu Angèle pour le découvrir et cherchent aujourd'hui un peu naïvement à créer un snobisme Fernandel. Quelles que soient les productions dans lesquelles il joue, Fernandel est presque systématiquement sauvé, malgré les défauts reprochés à un film. Dans le Marianne du 13 novembre 1935, on peut lire « Jim Laoulette, tout imparfait qu'il soit, est un succès quand même, à cause de Fernandel qui est merveilleux. On peut seulement regretter que d'une très bonne histoire, car Jim Laoulette est une très bonne histoire, on n'ait pas tiré un meilleur parti. Quand donnera-t-on à ce merveilleux comique un personnage à sa taille? Quand aidera-t-on Fernandel ?» Dans le mémorial de la Loire et de la Haute-Loire du 26 mars 1935, on lit quelque chose de semblable. Ceci dit, Ferdinand le Noceur, riche en scènes trop chargées, ne serait pas acceptable si Fernandel n'en tenait le rôle principal. Cet artiste a le talent d'alléger les plus lourdes fantaisies par une délicatesse de jeu et d'expression qui n'appartiennent qu'à lui. Peu importe le film, Fernandel est toujours génial. Cette autonomisation de l'acteur comique par rapport au film est quelque chose que j'ai pu retrouver dans la presse des années 60-70 à propos de Louis de Funès, comme si la qualité comique du comédien ne dépendait que de lui seul, alors qu'il reste tout un contexte, bien sûr, à construire pour que le talent éclate. Fernandel va phagocyter les critiques de films. Les articles commencent souvent, presque toujours, par un mot sur Fernandel, ou incorporent dans leur titre le nom de l'acteur, faisant passer parfois au second plan tous les autres éléments du film.
C'est dans cette même période, 1934-1936, que vont se multiplier les entretiens avec l'acteur et les visites sur les tournages, où passe à chaque fois dans ses textes l'image d'un homme simple et débonnaire, infiniment drôle par nature. C'est dans le Marianne du 2 janvier 1935 qu'on trouve la meilleure synthèse à propos de l'acteur. Je cite « Fernandel est un de ces êtres qu'on ne peut voir sans rire. Ce menton de Baudet, cette dentition de vieille Haridelle, qui nous sont si familiers depuis le rosier de Madame Husson, déchaîne immanquablement l'hilarité d'une salle. Il n'y a point à chercher là d'explication, ni à formuler de commentaires. C'est comme ça, Fernandel est un être vivant. Il existe à l'état d'homme, il est comique en tout temps et en tout lieu. Il l'est comme un lion est féroce, sans raison apparente, comique en tout temps et en tout lieu. Pardon, je me répète, et par destination. On ne peut le rencontrer dans la rue, l'entendre parler au téléphone sans rire. Fernandel est proprement une extravagance naturelle et une inexplicable fantaisie de créateur. On voit bien ici que le physique, très chevalin, c'est dit et répété plusieurs fois dans la presse de l'époque, précède l'artiste et on retrouve cette autonomie du comique, drôle en lui-même et presque malgré lui. Mais l'article ne manque pas de souligner à quel point Fernandel s'est joué de son physique et qu'à aucun moment il ne se repose sur lui. En d'autres termes, c'est un créateur. Je poursuis l'article de Marianne. Il suffit d'avoir bavardé un quart d'heure avec Fernandel pour deviner la somme de ruse et de finesse, les trésors de sagacité qu'il lui a fallu apporter à conserver sur son indescriptible museau l'hébétude précise et l'imbécilité pyramidale qui ont fait son succès. Ce qui a tant plu dans la presse, c'est cette intelligence de jeu, ce côté artisan, cette technique qui s'efface et se naturalise avec le physique singulier de l'acteur. Fernandel est donc un artiste accompli et la presse, dans la période suivante, 1937-1939, va colorer la persona médiatique de l'acteur d'une touche d'authenticité. À la suite du succès d'Angèle, les journaux vont s'intéresser de plus en plus aux à côté Fernandel, en lui rendant notamment visite sur les plateaux de tournage ou en mettant en scène sa vie privée, notamment avec la publication dans Le Petit Marseillais du 25 avril 1935 d'une photo de la fête des 10 ans de mariage de Fernandel avec sa femme Henriette Félix-Immense. Cette insertion dans l'intimité de l'acteur va s'accentuer à partir de 1937. En effet, cette même année, il fait publier ses mémoires à partir du 27 octobre en une du quotidien communiste Ce Soir. Il commence par ces mots avec beaucoup d'autodérision. « Je suis né dans le mois des fleurs, pourtant, dès cette époque, je ne ressemblais guère à l'une d'entre elles. J'étais noir, paraît-il, comme une esque, la bouche énorme. » Alors pour les moins méridionaux d'entre nous, une esque, c'est un petit verre qui sert d'appât à la pêche. L'acteur partage avec le lectorat ses souvenirs, en particulier son enfance marseillaise et ses débuts au music-hall. Très vite, au fil des journaux, se met en place une sorte de storytelling à propos des premières années de Fernandel. Dans l'édition du 1er janvier 1937 du Matin, dans la rubrique « En causant avec Fernandel », le journaliste écrit sur sa rencontre avec l'acteur. À 7 ans, tandis qu'il se promène sur les quais de Marseille, je cite, il mêle spontanément ses admirations d'enfant qu'incarnait alors Paulin dans toute sa célébrité et le spectacle lumineux qui s'offre à ses yeux. Plus tard, toutes ses créations seront marquées de cette chaleur communicative, de cette gaieté naturelle. Il y a tout ici, l'attachement territorial, le rêve d'enfant, les références prestigieuses avec Paulin, la prédestination, la bonhomie. Le vaste entretien accordé par l'acteur dans plusieurs numéros de Pour vous en 1937 revient sur cette enfance marseillaise et cette prédestination tout affichée. Autant d'éléments qui construisent un récit, qui tracent un itinéraire ascensionnel auquel le lecteur puisse rêver et ou s'identifier. Mais Fernandel n'est pas décrit comme une vedette perdue dans les cieux de la gloire. Dans la presse de l'époque, l'ancrage marseillais du comédien est appuyé. Lors d'une visite sur le tournage d'Ignace, un journaliste de Paris Soir décrit cette situation après le tournage d'une scène. Je cite. « Fernandel bondit hors du champ, le visage réjoui, le geste accueillant. Serrant dans ses bras un nouvel arrivant, il annonce fièrement à l'Assemblée. « C'est Mathieu, mon collègue de Marseille, on a été à l'école ensemble. Hein, Mathieu, raconte-leur comment que j'étais brave quand j'avais 12 ans. » Fernandel reste simple, se souvient d'où il vient et maintient une proximité avec le public. Citons cet étonnant article de Claude Briac dans le Ce Soir du 26 octobre 1937, où le journaliste mène une interview avec l'acteur alors que celui-ci se fait opérer chez le dentiste. L'entretien va se poursuivre au bureau de tabac, puis chez un marchand d'articles de pêche. C'est une suite d'anecdotes sur le quotidien prosaïque de l'acteur, où il n'est guère question de cinéma. Cette construction d'une proximité entre l'acteur et son public n'est pas quelque chose de propre à Fernandel. En effet, Christian Delporte, Claire Blandin et François Robinet, dans leur histoire de la presse en France au XXe et XXIe siècle, soulignent bien cette propension de la presse à fictionnaliser l'actualité. À travers toutes ces anecdotes sur Fernandel, il se dégage autour de lui un champ lexical de la convivialité.
J'en veux pour preuve cet amusant article de Ce Soir dans l'édition du 28 juillet 1938. Après avoir été relaxé par le tribunal d'Aix-en-Provence suite à une plainte pour diffamation contre l'acteur par un de ses anciens employeurs, l'affaire a été très reliée dans la presse de l'époque, le papier raconte qu'à la sortie du tribunal, Fernandel, son avocat et le journaliste qui relate les faits partent presque bras dessus, bras dessous, relâcher la pression autour d'une bonne partie de pétanque. La presse dresse le portrait assez homogène d'un Marseillais chaleureux, attaché à sa terre natale, simple et drôle en toute situation, dont le succès récompense les sacrifices du début. Cet aspect professionnel est largement vanté, comme le souligne le journaliste Jean Auberlet dans l'édition du 30 mars 1939 du journal. Je cite, « Le metteur en scène l'appelle respectueusement dans le décor. Il se lève, se précipite en bon artisan, puis revient vers moi et me dit avec un sourire qui n'est plus commercial « J'ai une maison à la campagne, je voudrais y être tout le temps. Eh bien l'été, quand les gens se reposent, je tourne des films pour les faire rigoler pendant l'hiver. » L'homme est travailleur et les journalistes ne manquent pas de souligner ses multiples emplois, tant à la scène qu'à l'écran. En somme, il se dégage de ce portrait dithyrambique une forme d'optimisme fernandel, comme l'a écrit un journaliste du Petit Parisien dans l'édition du 21 mai 1939, soit un homme dont la nature bonne et généreuse déborde autant dans la vie que dans ses rôles. Il ne faut toutefois pas omettre les voix dissonantes, minoritaires mais néanmoins présentes, qui commencent à émerger à propos de l'acteur en cette fin de décennie. Dominique Dehrer, dans Le Populaire du 4 juillet 1939, regrette l'emploi de Fernandel dans Fric-Frac de Maurice Lehmann et Claude Autant-Lara. Je cite, « Il ne fallait pas prendre Fernandel. Au lieu d'être étriqué, timoré, il joue gros. Il est installé carrément et largement dans son rôle comique. » Pierre Wolff, dans Le Paris Soir du 18 mai 1938, écrit « Le public s'amusait devant les grimaces, les ahurissements, les attitudes de Fernandel. Moi, je songeais, pourquoi Fernandel continue-t-il à faire le pitre alors qu'il a prouvé, trop rarement à mon gré, qu'il pouvait interpréter d'autres rôles? Souvenez-vous d'Angèle, comment n'est-il pas là de ces rigolos faits en série? Il vaut mieux que cela. » On retrouve cette idée que Angèle reste un point de référence en cette fin de décennie. Enfin, le même Pierre Wolff écrit dans Le Paris Soir du 16 novembre 1938 à propos du film Ernest le Rebelle de Christian Jacques, « Je ne connais rien de plus triste qu'une histoire qui veut être drôle et qui ne l'est pas. Je ne connais rien de plus navrant que de voir sur l'écran un artiste de talent comme M. Fernandel user des moyens les plus bas pour amuser les foules. Et M. Christian Jacques, le réalisateur de ce très beau film Les Disparus de Saint-Agile, s'est hélas mêlé à cette partie. C'est une erreur qu'il réparera facilement, j'en suis sûr. Mais M. Fernandel, lui, continue. Après Barnabé, Ernest le Rebelle. Il s'amoindrit, c'est désolant. » Alors faut-il voir une lassitude de certains critiques à propos de l'acteur, ou bien un automatisme de jeu chez Fernandel qui voit qu'à tous les coups, la recette fonctionne? Je pense plutôt qu'on reproche à l'acteur le double versant de sa filmographie. D'un côté, les rôles de composition, plutôt tragicomiques, bercés de tendre naïveté. De l'autre côté, les emplois de Troufion dans les films troupiers. Fernandel jouera à 14 reprises des soldats dans sa filmographie, c'est le métier qu'il a le plus interprété, qui sont sûrement associés à un comique lourd et épais, loin de la finesse de ses rôles d'innocents. Je conclurai en revenant sur cette bipolarisation des rôles qui peut cliver la filmographie de Fernandel dans les années 30. Là où l'on pouvait voir une indécision dans la carrière, l'acteur garde toutefois sa cohérence par le personnage de méridional que la presse a relayé, associé à un folklore pagnolesque et qui lui a infusé dans tous ses rôles, dans tous ses rôles, même lorsque l'action était loin de Marseille. Comme le note très justement Ginette Vincendo dans son article sur les acteurs méridionaux dans le cinéma français des années 30, le jeu de l'acteur méridional, en même temps qu'il s'affirme comme ouvertement théâtral, connote un monde authentique. Cette authenticité est amplement affichée dans les entretiens avec l'acteur et portraits dans la presse de l'époque. Ce fondu enchaîné entre l'homme, l'acteur et les personnages donne à Fernandel une persona médiatique tout à fait homogène et qui restera opérant jusqu'à la fin de sa carrière et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention.